Et donc le grand projet d'aujourd'hui, c'est on va jouer avec du RFID. Si vous ne savez pas du tout ce que c'est, ne vous inquiétez pas, vous allez très facilement comprendre. On va pas rentrer trop dans le détail, trop faire un truc compliqué, mais comprenez en gros qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire un système qui est capable de lire des cartes d'accès, des multipasses. Donc en gros, les cartes que vous pouvez acheter dans des kits Arduino, ça marche aussi avec les petits badges comme ça, vous voyez, les petits badges qui permettent d'ouvrir des portes. Donc ça, vous en trouvez dans des entreprises, dans des bâtiments ou autres. Et bien, ce qu'on va faire, c'est un système comme ça. Sauf que forcément, on va pas acheter un truc tout fait, on va le fabriquer nous-mêmes. Peut fermer. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, en fait, c'est lui. Donc, ce que je vais utiliser aujourd'hui, c'est une puce donc, qui est capable de faire de la lecture et de l'écriture RFID. En fait, souvent, ça va être vendu comment? Avec le capteur, comme vous voyez, donc c'est là le PCB bleu à gauche, que vous en doutiez, et une carte vierge. Donc, en fait, c'est une carte ici qui ne fait rien, donc vous pouvez en fait lire et écrire dans différents blocs mémoire. Alors, je rappelle que ce que je vais un peu expliquer ici aujourd'hui, c'est le point de vue d'un biologiste qui a découvert par lui-même de façon autodidacte tous ces trucs-là. Donc si vous voulez vraiment des informations ultra détaillées, ultra avancées, on pourra un peu regarder en détail, mais c'est pas du tout en gros un truc que je fais pour mon travail, dans mon métier, donc vraiment je suis pas du tout expert dans ce domaine-là. Moi je vais simplement vous dire, j'ai réussi à le faire fonctionner, voilà ce qu'au minimum vous avez à savoir si vous voulez le refaire fonctionner chez vous. Mais je ne suis pas non plus vraiment trop trop calé là-dedans. Mais on pourra toujours ensemble aller regarder un peu comment toutes les choses fonctionnent. Mais en gros l'idée c'est de faire ceci. Donc un système de badgeuse automatique connectée. Donc on va vraiment la faire connecter en Wi-Fi, en MQTT, à Node-RED avec de l'intelligence et même un système d'alerte SMS si jamais une personne non autorisée à accéder au badge. Donc en gros, grosso modo, c'est je prends un scanner NFC, je dois pouvoir présenter des cartes devant et avoir des réactions quand on a un badge inconnu, quand on a un badge connu, mais avec ou non l'accès sur une porte, sur une machine ou autre. L'idée, c'est en fait pour pouvoir faire la porte du Liège Hackerspace, donc le Hackerspace dans lequel je suis administrateur, et pouvoir en fait avoir avec le même système un badge qui est par exemple capable d'ouvrir la porte, mais qui permet d'ouvrir la porte que quand le Hackerspace est officiellement ouvert, que le même badge avec le même mécanisme soit capable de donner l'accès à une machine comme une découpeuse laser, une imprimante 3D, mais qu'on puisse faire en sorte qu'en fait, voilà, si un utilisateur vient de débarquer au Hackerspace, il a accès à la porte d'entrée quand le HS est ouvert. Si c'est un utilisateur permanent, il a peut-être accès à la porte quand le Hackerspace est fermé parce que c'est lui qui fait les ouvertures. Et si par exemple c'est un utilisateur lambda, il a accès quand le HS est ouvert. Et s'il a reçu une formation pour utiliser une découpe laser, paf, il est capable de déverrouiller la machine. Donc c'est en gros, en fait, un système où on aura un seul badge pour chaque membre. Et qu'avec ça, on pourra avoir accès au bâtiment et à des machines. Et que nous, en fait, moi je suis en train de concevoir le système pour avoir un truc intelligent qu'on peut setup facilement, qu'on peut setup à distance avec du debug ou autre. Et est-ce que la carte permettrait d'utiliser le frigo? Alors théoriquement, oui, on pourrait le faire. Parce qu'en fait, c'est une question qui pourrait peut-être être rigolote, mais en vrai, c'est pertinent. Pourquoi? Parce que on a aussi un système de bar où en gros les gens peuvent payer à prix libre, mais en gros l'idée c'est qu'ils puissent payer le prix coûtant ou un peu plus cher pour aider la communauté, mais en gros on fait confiance aux gens. Et moi j'avais l'idée en fait de pouvoir utiliser les cartes, parce qu'en fait les cartes, on peut mettre des informations dedans. Et donc on pourrait faire un système, il faudra bien le programmer pour éviter que les gens puissent se donner des crédits illimités, bien entendu, mais de faire en sorte qu'on puisse éventuellement charger des crédits pour des boissons, pour des repas, directement dans la carte, et qu'en fait la carte nous sert vraiment à rentrer dans le lieu, accéder à une machine, payer des boissons. Et en gros, l'idée, c'est que ce que je veux faire aujourd'hui, moi, c'est déjà le module lecteur universel. Que le lecteur, en gros, il ne va pas avoir beaucoup d'intelligence, mais lui, au moins, il serait capable en Wi-Fi ou en Ethernet, parce qu'on va peut-être le faire en Ethernet, c'est pas certain, mais il y aura moyen de le faire, qu'il enverra les informations à un serveur, et le serveur, il serait capable de dire, lui, il peut faire ça, lui, il peut pas faire ça, il a tel crédit, donc il achète une boisson, il y aura des interfaces graphiques facilement contrôlables, donc ce sera le truc le plus user-friendly possible, espérons-le. Voilà, ça c'est le projet sur très long terme. On va pas faire tout ça aujourd'hui malheureusement. Donc, ce que je vais faire donc, c'est vous parler vite fait du module, c'est ce que je suis en train de faire. Donc c'est en gros le module RC522 et on a une carte qui est fournie avec. Et donc ça fait du RFID. Alors on va vite faire aller voir ce que c'est du RFID. Une fois de plus, on va pas trop rentrer dans les détails, mais comme ça vous comprenez un peu ce que c'est si vraiment vous n'avez jamais entendu parler de ça.
RFID, et la première chose qu'on va faire, c'est le classique Wikipédia, hein, bien entendu. RFID, Radio Frequency Identification. Ok, voilà, une fois de plus, en fait c'est très pratique Wikipédia, parce qu'en fait on a déjà les informations dont on a besoin dans le premier paragraphe. C'est ce qu'on a déjà fait avec le LoRa, c'est ce qu'on a déjà fait avec plein de précédents lives. Donc là ça marche souvent assez bien. Et là par exemple, si on débarque, on se dit c'est quoi le RFID, on voit que c'est simplement de l'identification par fréquence radio, grosso modo. Donc, ici, ça nous dit que ça utilise un champ électromagnétique pour pouvoir identifier et tracer des tags attachés à des objets. Donc, a priori, dans cette carte, il devrait y avoir une puce ou une antenne ou un système qui est capable de dialoguer à distance avec un lecteur. C'est à peu près ça que ça veut nous dire. Donc, c'est finalement... les cartes, vous les connaissez déjà quand même, ça je m'imagine que vous ne débarquez pas de nulle part, vous avez déjà des abonnements de bus, des abonnements de tram ou autre, où vous passez la carte et blip, ça marche sans fil par magie, donc c'est du RFID. Donc en gros déjà un truc qui est dingue, c'est que là vous vous doutez qu'il n'y a pas de batterie dans votre carte, hein. C'est comme le cas aussi, vos cartes avec le paiement sans fil, c'est le même principe. Il n'y a pas de batterie dedans, vous doutez bien que dans cette épaisseur-là, on n'aurait pas la place de mettre une batterie, ou alors elle serait très petite, donc il faudra changer récemment, donc en gros, lui est capable de parler sans fil à un appareil, mais de lui répondre, parce qu'on peut lire des données dedans, donc en fait c'est bidirectionnel, mais il n'a pas de batterie. Donc en fait, il y a aussi un système assez impressionnant de courant magique sans fil, qui fait qu'a priori, le détecteur, le récepteur, en fait, lui, serait à la fois capable d'échanger et lire les informations de la carte, mais aussi d'une certaine façon, d'alimenter la carte en énergie pour qu'elle ait suffisamment d'énergie pour pouvoir reparler à l'origine, à l'opposé, à notre capteur. Et donc en fait, c'est finalement, vous voyez la différence entre les... Oui, alors il y a aussi une autre particularité, donc c'est pas exactement pareil que, attention, les alarmes dans les magasins. Par exemple, les alarmes dans les magasins, vous voyez, le petit texte, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que vous avez quand même les alarmes à la sortie des magasins qui vont avoir aussi des grosses bobines qui vont permettre en fait d'envoyer des signaux et de détecter l'identifiant d'un tag en particulier. C'est à peu près le même principe, c'est-à-dire que les détecteurs de la sortie des magasins sont capables d'alimenter la puce et de pouvoir la détecter d'une certaine façon. La seule différence qu'il va y avoir entre une carte comme celle-ci et une simple alarme, c'est que dans la carte comme celle-ci, il y a de la mémoire. Et c'est que vraiment, on peut écrire des choses, lire des choses, on peut stocker des données dedans. Pas énormément, mais on peut en stocker. Dans le cas des alarmes plus basiques, passives, c'est pas aussi simple que ça. En fait, chaque alarme a une sorte d'identifiant, une signature unique, et simplement, dès que le détecteur la voit, bim, ça sonne. Et on pourrait théoriquement utiliser ça pour notre système de badge. Le problème avec un système comme ça, c'est que c'est ultra facile en fait de dire ah bah ok, si ce badge avec telle signature ouvre la porte, j'ai juste qu'à copier la signature du badge et abracadabra ça rentre. Alors qu'avec un système comme celui-ci, où on a de la mémoire, où on peut lire et écrire dans la carte, eh bien on peut commencer à s'amuser de faire des systèmes avec des algorithmes de cryptographie, pouvoir écrire des données dedans, les lire, avoir un système de clés privées et clés publiques, et pouvoir vraiment faire un système qui est pas forcément impossible à falsifier, mais qui rend la tâche extrêmement compliquée et donc la rendre virtuellement beaucoup plus sécurisée qu'une simple clé vraiment physique ou un simple badge avec un identifiant unique. Voilà. Donc pour vous montrer à quoi ressemble le capteur ici, en fait, vous voyez qu'on va zoomer un petit peu et vous allez le voir, en fait, il y a une antenne et l'antenne, vous la voyez, c'est ça, c'est la boucle qui est là. Donc ça, c'est l'antenne qui justement est capable d'envoyer et de recevoir des informations. Ensuite, on a tout un tas de composants passifs, on a un cristal pour cadencer le tout, et on a bien entendu la puce ici, la petite puce qui est capable de gérer le tout. Et bien justement, la référence de la puce, c'est le fameux RC522. Vous l'avez dans le point d'exclamation bref si vous le voulez, et si vous voulez regarder la datasheet plus en détail, vous pouvez retrouver ça sans problème. Ensuite, ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir tout un tas de connexions, et si on regarde un peu le type de câble qu'on a ici, le type de pin, eh bien on va avoir le fameux SDA, SCK, MISO, MOSI, l'alimentation, et donc a priori, on devrait avoir, si vous avez déjà entendu ces noms de pin, on devrait avoir affaire à du SPI. Finalement, en fait, le SPI, c'est exactement le même protocole qu'on avait utilisé dans le précédent live pour faire du LoRa. MISO, MOSI, SDA, SCK, ça dépend un peu des noms des trucs, mais c'est généralement ces 4 fameuses pins qui sont capables d'échanger des informations de façon bidirectionnelle entre notre microcontrôleur et le module qu'on veut lire ou piloter. Même chose qu'avec le SX1276, sauf qu'ici, bien entendu, c'est pour piloter le lecteur NFC. Et donc ici, on a les pins. Ça, je vais vous montrer tout de suite sur mon ordinateur les différentes connexions. Comment est-ce qu'on fait en fait pour connecter cette puce à un ESP32. Ici, donc sur quel pin on doit se connecter. Parce qu'en fait, sur le ESP32, la plupart des pins ont des fonctions input-output qui sont programmables et assignables. Sauf qu'ici, vu qu'on utilise du SPI, il faut absolument connecter au minimum sur les pins qui ont un bus SPI. Donc on ne peut pas les brancher n'importe où. Il faudra que je vérifie dans l'ESP32 s'il a un ou deux bus SPI. Donc peut-être que vous avez deux possibilités. Mais
faites gaffe, on ne peut pas juste brancher n'importe où et puis dans le code dire bah, je vais mettre là. Il faut quand même faire gaffe dans une tâche sheet que vous êtes connecté sur les bonnes pins. Mais une fois que vous suivez les bons connecteurs, il n'y a aucun problème. Et vous voyez qu'en plus, là sur le SP32, on a largement assez de pins disponibles pour après brancher un moteur, un actuateur, des lumières ou à peu près ce qu'on veut. Bon, mon idée aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'avoir un système plus un proof of concept, de pouvoir voir si déjà je réussis à faire un capteur Wi-Fi de NFC. Donc l'idée c'est que, bon, imaginons que ce truc là c'est une carte comme ça, je vais pas la prendre là à côté, c'est que, eh bien, on puisse scanner notre carte, que ça lise un des blocs mémoire de la carte, et ici ça va être juste l'UID, donc il n'y a aucun chiffrement dedans, il n'y a pas de système de protection contre la lecture et l'écriture, il n'y a pas de système de clé publique, clé privée ou quoi que ce soit, là c'est vraiment l'ID de la carte, c'est un peu comme si c'était l'adresse MAC en gros de votre ordinateur ou de votre smartphone. L'adresse MAC c'est ce qui permet de l'identifier uniquement, mais si une personne mal intentionnée voulait cloner votre adresse MAC, il peut le faire. Là c'est pareil, on va lire l'UID, ce qui permettra au minimum de différencier plusieurs cartes différentes, mais si quelqu'un un jour voulait cloner l'UID d'une carte, il pourrait le faire s'il le voulait. Donc ça va marcher pour notre démo, mais c'est pas ce qu'il faudra faire si vous voulez avoir un truc blindé niveau sécurité. Si c'est pour protéger la porte de votre chambre, plutôt que de mettre une serrure ou autre, ça peut être amusant et ça peut être super simple à faire, mais si vous voulez vraiment protéger votre maison ou autre, ne faites pas ça, c'est trop simple en fait de cloner votre carte. Mais ici, vu que c'est rapide, facile, pour la démo, c'est ce qu'on va faire. Et donc l'idée principale en fait de ce module-ci, je pourrais avoir deux façons. La première façon, c'est je scanne la carte, je lis l'UID et j'envoie simplement l'UID à un serveur. Et c'est le serveur qui va s'occuper d'authentifier, de dire ah ben je connais cette carte, je ne la connais pas. Et donc en fait, on va avoir, imaginons que lui soit branché à la porte. Ce qui va se passer, c'est que je vais scanner la carte, il va dire ah ça c'est la carte 001. Il envoie un Wi-Fi à mon serveur. Et salut le serveur, j'ai la carte 001 qui a été scannée. Est-ce qu'elle a le droit de rentrer? Et le serveur va lui répondre ok, pas de souci, la carte a le droit de rentrer. Ce qui m'embête avec ça, c'est que ça marcherait, évidemment. Ça serait pratique parce qu'en fait, on aura toute l'intelligence côté serveur. Lui, il est vraiment ultra passif, c'est il convertit du RFID en Wi-Fi. Le problème avec ça, c'est que, imaginons que j'ai une coupure de Wi-Fi, la porte arrête de fonctionner. Parce que lui, en fait, il va avoir la carte, il va dire « Et le serveur, sauf que le serveur, il n'est pas connecté. Donc, la porte ne répondra pas parce qu'elle ne recevra pas son OK. C'est pour ça que ce que je vais faire, moi, c'est plutôt un autre système où je vais stocker dans la mémoire du microcontrôleur les cartes autorisées ou non. Je vais faire un genre de mini base de données, c'est vraiment simplifié, mais c'est un peu comme s'il y avait la base de données qui était dans le microcontrôleur. Et ce qui va se passer, c'est que quand je scanne une carte, il va dire « Ah, j'ai scanné la carte 001. Est-ce que dans ma mémoire, la 001 est autorisée ?» Si elle est autorisée, j'ouvre la porte et je préviens le serveur. Et la différence avec ça, c'est que si jamais le serveur est allumé, on a du debug, on peut avoir un dashboard qui nous dit « Ah, bien le bonjour numéro 001 et mettre le nom qui va avec, on le fera tout à l'heure. » On peut avoir le login, enfin le log pardon, de telle personne est rentrée à tel moment. Mais dans le cas où il y a une coupure de Wi-Fi, en urgence en tout cas, la porte continuera à fonctionner hors ligne. C'est pour ça que je préfère ce système-là. Et si maintenant on veut update la mémoire de l'ESP32, eh bien on pourrait vers le serveur lui pousser une nouvelle base de données ou modifier ou mettre à jour la base de données dans le microcontrôleur. Et on pourrait imaginer un système où plusieurs microcontrôleurs sont capables de s'échanger leurs données. Ce qui fait que si par exemple on avait un système justement où les utilisateurs autorisés étaient dans la base de données et que le serveur meurt pour une raison X ou Y, on perd toutes les informations. Alors qu'un système comme celui-ci, chaque microcontrôleur a une copie de la base de données. Et donc si jamais un des modules meurt, le serveur principal meurt, on peut reconstruire ça en repartageant les informations. C'est pour ça que je me tourne vers ce système-là. C'est peut-être pas la bonne pratique, c'est peut-être pas le meilleur système, mais en tout cas de ce que j'ai testé pour le moment, ça donne des résultats assez intéressants. Donc là, on a scanner, on va plutôt mettre scan. Voilà. Paf. Ici, on a ESP. Là, on va avoir porte. Et on va avoir, c'est quoi ce petit point noir là? Hop, ça dégage. Et là, on va avoir serveur. Serveur. Et on va aussi avoir interface graphique avec un écran, avec un truc tactile ou autre. Ce qui va se passer, c'est que le scanner va bien entendu être connecté, vous vous en doutez, à mon ESP. Tac. L'ESP va être connecté à la porte, mais l'ESP va également être connecté à notre serveur. Et le serveur va également faire, forcément, comme je disais, une interface graphique, c'est pas indispensable, mais c'est toujours sympa. L'idée, ça serait donc que on va faire ça, une fois de plus, ça sera un schéma dégueulasse, hein, désolé, mais en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir notre badge qu'on va rapprocher du scanner. Ça, le scanner va lire le badge et dire à l'ESP, voilà, son UID. Une fois de plus, ça c'est pour la démo d'aujourd'hui, ne faites pas ça si vous voulez un truc sécurisé.
L'ESP, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller regarder dans sa propre mémoire. On va voir comment est-ce qu'on peut faire une mémoire permanente dans ESP32 avec de la mémoire SPIF. Je ferai une vidéo à part entière sur ma chaîne YouTube pour expliquer comment est-ce qu'on rajoute le support de la mémoire SPIF dans Arduino IDE, comme j'ai fait pour le ESP32 et ESP466. Mais là, on va juste explorer. Après, retenez juste que c'est comme de l'EEPROM, c'est une mémoire permanente. Donc l'idée, c'est que vous pouvez stocker des variables, des objets, des éléments, des fichiers de texte ou autres dans la mémoire de l'ESP. Et quand vous le redémarrez, ça n'oublie pas ça. C'est pas dans la RAM, vous voyez, parce que quand vous avez vos microcontrôleurs, si vous avez des valeurs dans la RAM, si vous éteignez votre microcontrôleur, il oublie tout. Alors que là, ce qui va se passer, c'est que vous pourrez écrire des données, redémarrer votre appareil, les données seront toujours là. Ce qui est très important, parce qu'on ne veut pas que quand on débranche le microcontrôleur, il est complètement oublié qui a le droit de rentrer, qui a le droit de sortir. L'avantage avec la mémoire SPIF, c'est que c'est littéralement comme une mémoire flash, comme une carte micro SD en fait. Vous pouvez accéder en fait au fichier non pas par bloc mémoire, mais en disant je veux le fichier base de données.txt par exemple. Ça marche. Si vous avez des fichiers texte ou autre, bah, vous pouvez y accéder dedans. Vous pouvez vraiment accéder avec un système de dossier en fait, slash tel répertoire, tel fichier. Donc c'est ça l'avantage avec la mémoire SPIF, c'est que déjà on a beaucoup plus de stockage. Dans le cas de l'ESP, on peut aller jusqu'à 2 ou 3 mégas de stockage. Donc c'est vraiment énorme, hein, vraiment. Alors oui, ça paraît petit comparé à une carte microSD, vous n'allez pas pouvoir stocker des photos et des trucs dedans, mais en termes de stockage de texte et de variables, 3 mégas, c'est plus que ce qu'il ne vous en faudra jamais pour quasiment tous vos projets. On y accède hyper facilement, et il y a déjà une librairie qui nous facilite tout ça, et bien entendu, c'est de la mémoire permanente, on peut lire, écrire, on éteint, on rallume, ça continue à fonctionner. En gros, on scanne la carte, le scanner obtient l'UID, il l'envoie à l'ESP, l'ESP interroge sa propre base de données dans sa mémoire SPIF, et si l'UID ici est autorisé, tic-tac, on ouvre la porte et on prévient le serveur en disant au serveur « il y a telle personne qui est rentrée à tel moment ». Et le serveur pourra afficher sur l'interface graphique « Bonjour, telle personne » parce qu'il sera capable de reconnaître la personne qui a badgé à la porte. Ça, c'est le cas classique, une fois que le serveur est setup et que tout fonctionne. Imaginons maintenant qu'il y ait un nouveau badge qui arrive. Voilà. Une autre personne qui n'est jamais arrivée, c'est une personne qui voit la porte et qui se dit « Oh tiens, j'ai un badge, j'ai mon abonnement bus et je vais essayer de le faire passer. » Ce qui va se passer, c'est qu'il va être scanné, l'UID va être envoyé, pareil, lui va interroger sa base de données, sauf que la base de données va dire « Ah bah, je connais pas la carte, non, ça ne marche pas, donc forcément la porte ne s'ouvrira pas, et il va quand même dire au serveur « Ah tiens, attention, il y a une personne là qui a scanné alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. » Alors il va pas y avoir d'alarme, il va pas y avoir de problème, mais au moins on sera notifié qu'une personne a essayé de scanner alors qu'il n'avait pas le droit. Autre cas possible, imaginons qu'on a un membre qui était dans l'association ou autre et qui part ou que par exemple je sais pas moi, il fait un truc problématique et il ne peut plus venir. Voilà, imaginons qu'on veut résilier en fait le badge d'une personne. On a deux solutions. En fait, c'est pas forcément pour résilier le badge, mais c'est surtout pour après, ou c'est pas vraiment pour la porte, mais en fait, à la place de la porte, on pourrait aussi avoir une machine, comme j'expliquais tout à l'heure, une découpeuse laser, une imprimante 3D, et qu'on veut empêcher aux gens n'ayant pas la formation pour des raisons de sécurité d'utiliser l'appareil. Donc, ce qu'on pourrait avoir comme système, c'est qu'une personne scanne, qu'on ait son UID, et que l'ESP interroge sa base de données et qu'il dise « Ah, je connais, c'est l'identifiant. Donc, je le connais. Je vais pas dire c'est un badge inconnu. Par contre, je sais que cette personne n'a pas le droit d'accéder à tel appareil, que ce soit la porte ou une machine. » Et il va donc dire au serveur « Attention, il y a telle personne, je le connais. Par contre, il a essayé d'accéder à une machine où il n'avait pas le droit. » Une fois de plus, on va pas mettre une alarme, on va être au courant que « Ah tiens, c'est bizarre. » Ou alors peut-être que justement, une personne devrait avoir le droit d'accéder à la machine et on a oublié de le paramétrer. Ben, on aura comme ça dans le log le fait qu'une personne essaie de se connecter et qu'elle n'ait pas le droit. Donc le serveur sera quand même utile, sinon pour revenir ici à un truc très important, c'est qu'il pourra mettre à jour la base de données qui est ici. Donc à tout moment, je pourrais avoir du serveur dire « Ok, bah maintenant tu avais telle liste de personnes autorisées, bah rajoute cette personne-là, c'est un badge que tu devras connaître et que tu reconnaîtras comme autorisé pour ouvrir la porte. » Ou non. Enfin. Voilà donc pour l'idée globale de ce que je voulais vous montrer. Et alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est, ok, là on a l'idée de ce qu'on veut faire, et comment est-ce qu'on va faire ça? Déjà, ça je vous l'ai déjà montré, je vous ai déjà montré le système de scan et de batch, c'est ce que je vous ai montré à côté, d'accord? Ça on l'a déjà. Le serveur, si vous me connaissez un petit peu, et c'est sûrement le cas pour nombre de personnes dans le chat, ça va tourner, en tout cas pour cette démo-ci, sur Node-RED. Après, quand on voudra faire un truc blindé, sécurisé, Node-RED ne sera pas le plus adapté, mais pour ma démo aujourd'hui, c'est rapide, c'est facile, et je vous assure que ça va fonctionner. Donc, le serveur tournera sur Node-RED, mais rien ne nous empêche de faire en sorte que Node-RED parle avec une vraie base de données sécurisée, avec un vrai autre système d'authentification, tout est possible. L'interface graphique,
pareil, Node-RED, parce que Node-RED, on a Dashboard qui est capable de créer une interface graphique en 2-3 clics accessible sur un smartphone et sur un ordinateur. La porte aujourd'hui, on va la représenter avec des LED. Et en fait, je vais hacker la LED que j'ai précédemment fabriquée ici. Donc, on arrivera à faire du rouge, du bleu, du vert, tout ça selon ce qu'on va faire. Voilà. Donc, en fait, niveau hardware, il ne va rien avoir de nouveau. Niveau software, ça va se passer majoritairement, quasiment presque que sur Node-RED. Imaginez que vous venez d'acheter votre puce, votre scanner, pardon, plutôt, que vous venez de le câbler correctement en suivant ceci. Non, pas ceci, mais plutôt ceci. Ok, donc vous l'avez correctement câblé, MISO, MOSI, SDK, SCA, 3V3, ground. N'oubliez pas, attention, que ça fonctionne en 3V3. Heureusement, lui, il fonctionne également en 3V, donc il n'y a pas de risque de le cramer, vous branchez bien en 3V3 et pas en 5V. Vous venez de brancher ça, et la première chose que vous faites, c'est que vous avez reçu également une carte. En même temps, tout se passe bien, tout va bien. Tout va bien. Vous avez reçu votre carte, ça c'est ma carte, mon ancienne carte de membre du liège Hackerspace, qui ne marche plus maintenant, j'en ai refait une autre finalement en porte-clés, mais bon, soit, justement je vais l'utiliser aujourd'hui pour la démo, et même si vous voyez les informations qu'il y a dessus, c'est pas trop grave. Je voudrais déjà voir s'il arrive à lire la carte. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Eh bien on va dans l'Arduino IDE, on installe la librairie du capteur, je vais vous la montrer tout de suite, et on va dans les démos et on regarde s'il n'y a pas une démo qui nous montre un peu comment ça marche. Donc on va faire la première étape. Première étape, c'est quand même de tester ça. Là, ce qu'on va d'abord faire, c'est vraiment aller prendre le code démo de chez démo. Donc on va en fait dans exemple. Alors déjà, la librairie dont on aura besoin, vu qu'on a une puce qui s'appelle la RC522, on va installer la librairie en fait MFRC522. C'est MFRC522, pas RC522, mais en vrai vous tapez ça. Regardez, vous voyez dans... Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est Edrig. Tout va bien. C'est Edrig, c'est probablement faux positif. Si on va dans Outils, Gérer les bibliothèques, et que dans nos bibliothèques, nous allons taper du coup MFRC 522 ou RC 522, normalement ça devrait suffire. Ce qui est finalement le bon réflexe à avoir quand on débute vraiment, qu'on a un module, on ne sait pas trop comment le piloter. On peut imaginer qu'une personne l'a déjà fait avant nous, donc pourquoi réinventer la roue quand on peut se simplifier la vie en utilisant du travail déjà fait et gratuit, et accessible gratuitement. Donc RC 522, on va taper ça. Est-ce qu'il existe une librairie disponible? Effectivement, il y a MFRC 522, on clique sur installer et la librairie est installée. Donc MFRC 522, et si jamais vous voulez voir comment ça fonctionne, eh bien vous pouvez aller regarder la doc de la librairie, bien entendu, ou alors une fois que vous avez installé la librairie, vous pouvez dans Fichier, Exemple, et puis si on descend, on devrait trouver en fait les exemples. J'ai été trop loin, Fichier, Exemple, et on devrait avoir les exemples en fait relatifs à cette nouvelle librairie. Là j'ai des exemples, ça c'est les exemples pour Arduino, pas que pour ESP32. Si je vais du coup en MJKLM, MFRC 522, et là il y a tout un tas de sketch démo qui permettent de changer le UID. Vous voyez par exemple une raison pour laquelle le UID pour authentifier les badges n'est pas une bonne solution, parce que vous voyez qu'il est très facile de changer le UID d'une carte. Ici je vais l'utiliser parce que c'est le plus simple, mais rappelons que ce n'est pas sécurisé. Et donc, change UID, firmware check, fix bricked UID. Donc, si par exemple, quand vous changez votre UID, vous faites une connerie, vous pouvez le réparer en plus. Il y a tout un tas de choses, mais ce qui va nous intéresser, c'est... Ah, c'était une alerte pour dire que Edrig était là, probablement, c'est ça. C'est dump info. Dump info, ça va simplement lire tout ce que ça peut lire. Donc, finalement, c'est le plus pratique. Vous allez voir en fait que le code est ultra compact parce que dans la librairie, il y a déjà une fonction dédiée simplement à faire du dump to serial. Donc vous n'avez même pas à formater le message qui va être envoyé en sortie. Les gars ont prévu une librairie exprès pour ça. Donc en fait, virtuellement, pour ça, il y a une ligne de code pour pouvoir lire l'entièreté d'une carte. Plus ou moins, bon, quand on parle de toute l'initialisation ou autre, bien entendu, mais il faut pratiquement qu'une ligne de code pour que ça fonctionne en fait. Petite subtilité, vous voyez qu'ici, il vous explique les pins pour un Arduino Mega, un Arduino Nano, un Leonardo, un Pro Micro. Pour le SP32, en fait, ce qui est cool, c'est que quand vous initialisez le SPI, vous n'avez pas besoin de dire j'utilise tel pin pour MISO, MOSI, SCK, SDA. C'est pas nécessaire parce qu'en fait, dès que vous initialisez le SPI, il va par défaut assigner les pins des bus SPI. Et je peux même vérifier si le SP32 a un ou deux bus SPI. En vrai, c'est très simple. Le SP32 GPIO. Tac, voyons voir. Et en fait, ici, nous avons MISO, Clock, CSO, MOSI. Alors, il me semble qu'il y en a deux. Ouais. Alors, soit c'est deux, soit je ne sais pas si on peut en avoir deux en parallèle. Vous voyez qu'en fait, ici, je vais vous montrer l'image en plus grand, peut-être.
Il suffit d'aller vérifier sur la datasheet, hein, c'est pas très compliqué. Mais en gros, on voit qu'on a ici en fait les pins 5, 18, 19 et 23 qui peuvent faire du SPI. Et on a la pin 15, 14, 12 et 13 qui peuvent faire du SPI aussi. Et en fait, quand vous initialisez la librairie, par défaut, il va prendre il me semble que ce sont les pins 15, 18, 5, 18, 19 et 23. Je vérifie ça tout de suite. C'est ça. Regardez, là, par exemple, j'ai branché sur 18, 19, 23 et 5. C'est bien ça. Ouais, en tout cas, ces pins-là. Et donc ici, c'est très pratique parce que j'ai pas besoin de lui dire j'ai branché tel fil sur tel truc. Dès que je lui dis je vais jouer avec du SPI, donc rien qu'en utilisant la librairie SPI, pas besoin de le faire. Par contre, il faudra lui donner deux pins qui, elles, ne sont pas forcément spécifiques ici qui sont plus spécifiques au capteur. Il faudra quand même que je lui donne les pins sur la pin SS et reset. Et donc là, en fait, ça dépend. Là, je peux les brancher à peu près où je veux. Là, dans mon ESP, j'ai branché ça sur les pins 22 et 21. Donc là, c'est les deux pins en fait qu'on devrait lui dire. C'est 22 et 21. Donc voilà, deux pins à déclarer, c'est tout. Mais il faut quand même bien entendu les brancher. C'est pas parce qu'on ne les déclare pas implicitement nous-mêmes dans le code qu'il ne faut pas les brancher. Il faut plus de deux pins pour faire fonctionner le capteur, bien entendu. Ensuite, je change le baud rate en 115200 parce que bon, allez, ça suffit, les trucs en 9600. Et puis, c'est bon. Je vais donc pouvoir brancher mon microcontrôleur. Hop. Et le plus pratique, c'est quand même de brancher de l'autre extrémité du câble. Donc, première chose, c'est on flash le code par défaut. Donc, j'expliquais, voilà, il faut que je le branche. Je sélectionne le bon port COM 14, super, je téléverse. Et donc là, il n'y aura encore aucune intelligence. Là, ce qu'on aura, pour reprendre le schéma tout à l'heure que j'ai fermé, donc je ne pourrais pas vous le montrer, c'est simplement, je scanne la carte et je lis tout ce qu'il y a dedans. On a flashé le code démo, j'ai le terminal ici, et que, clac, je mets ma carte, qu'est-ce qui se passe? Oh! Plein de choses. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme info? On a l'UID, l'identifiant qui permet de différencier cette carte-là d'une autre carte. On n'a aucune idée, on a le type de puce et de mémoire, il me semble, et après on a ici la mémoire de chaque bloc. Vous voyez qu'en fait ici on a 15 blocs mémoire, et dedans on peut stocker des données. Alors, ensuite, ce que je peux faire, c'est laisser tomber ce code-là, parce que vous voyez qu'ici, c'est très bien, on peut lire les informations, mais elles ne vont pas nous intéresser. Moi, ce que je voulais faire, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, lire les informations, l'envoyer à un serveur, traiter ces informations-là, utiliser la mémoire SPIF. Donc, on veut faire un truc un peu plus complexe. Ce que je peux faire, eh bien, c'est du coup copier-coller ce qui m'intéresse et commencer à faire mon code. Alors ça, c'est un code que j'ai déjà fait à l'avance. Je pourrais vous le donner aussi si vous intéresse. De toute façon, il sera disponible quand le projet sera terminé. Et ici, on va pas réécrire tout à partir de zéro parce que ce serait pas super amusant de pouvoir taper des lignes de code sans parler. Mais on va quand même regarder les différentes fonctions qui sont ici. Alors ça, c'est totalement normal quand ça fait un peu de bug. Donc on va un peu voir un peu ce qu'il fait. Si vous avez l'habitude de programmer en C++, vous aurez sûrement envie de me tabasser tellement ce code n'est pas optimisé. Mais voilà, au minimum, à court terme, il fonctionne. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais d'abord avoir ici un rappel. Je vous expliquais tout à l'heure qu'il ne fallait pas définir les pins, mais c'est quand même cool d'avoir un rappel de où est-ce que je dois brancher quoi. Donc ça, c'est simplement, si jamais je reprends juste le code, j'ai pas besoin de récupérer la photo avec sur quel fil brancher quoi, je sais que je branche 21, 19 et ainsi de suite. Donc ça, c'est juste pour moi. C'est pour ça que les lignes sont commentées. Ensuite, on va voir ici que je vais utiliser Wi-Fi et PubSub Client. Donc ça veut dire que je vais utiliser le Wi-Fi de mon ESP32 et je vais également utiliser du MQTT. C'est l'utilisation de PubSub Client. Donc ça, un petit spoiler, mais vous allez comprendre que l'appareil serait capable de parler avec une autre machine à distance. Ici, on a la partie utile pour le capteur de carte. Donc je vous ai dit le SPI, la librairie pour le capteur en particulier, le RC522, les deux pins nécessaires, 22, 21, et ici j'initialise mon capteur. Après ici, une autre chose utile, c'est Arduino JSON. Et Arduino JSON, c'est pas indispensable, mais en fait, ça va me permettre de formater la, entre guillemets, une fois de plus, base de données, l'échange d'informations entre mes serveurs sous forme de fichiers JSON. Et donc, c'est plus simple, en fait, de manipuler les données de cette façon-là. Donc, c'est pas indispensable. Je pourrais simplement envoyer des strings en MQTT, mais le fait de pouvoir travailler avec des fichiers JSON va me simplifier la vie côté Arduino, et ça va aussi me simplifier la vie côté serveur, côté Node-RED, où on pourra vraiment avoir la donnée bien structurée. Donc, c'est juste pour avoir un truc plus simple. Et enfin, spiff.h, donc ça c'est la fameuse mémoire permanente de mon microcontrôleur. Et ça, c'est super pratique. Et en fait, vous voyez que le code principal est très court, mais en fait, c'est parce que je fais appel à des fonctions que j'ai définies plus loin. Ici, simplement, la première chose que je vais faire dans le setup, c'est les trucs classiques du setup. C'est on initialise les capteurs, on initialise les pins, on connecte le Wi-Fi, on se connecte au MQTT. C'est le code ultra générique qu'on voit tout le temps, donc là, il n'y a pas de grands détails.
Et puis après, une fois qu'on a donc initialisé le capteur, qu'on s'est connecté en Wi-Fi et en MQTT, eh bien, on va initialiser la mémoire SPIF. Donc ça veut dire qu'on va commencer à lire un fichier. Et après, je vais charger la base de données. Donc j'ai la base de données qui va être dans ma mémoire permanente de mon microcontrôleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais la transférer temporairement dans la RAM, ce qui me permettra en fait de manipuler les données. Et puis dans le void loop, on a deux choses. Le premier qui va périodiquement dire tiens, est-ce qu'il y a une nouvelle carte? Donc scan card, on va voir ce qui se passe dedans après. Et la partie aussi importante pour l'MQTT, c'est simplement vérifier périodiquement est-ce qu'on a reçu un nouveau message en MQTT, est-ce qu'on est toujours connecté au serveur. Si jamais on n'est plus connecté au serveur, on se reconnecte. Donc ça permet juste de maintenir la connexion Wi-Fi et MQTT avec les machines avec lesquelles on veut parler. Donc là, ce qui va nous intéresser du coup, c'est init SPIF, load SPIF, scan card finalement. Dans RFID, ben, on va avoir les fonctions qui sont getID, c'est pas très important. En fait, cette fonction-ci, pas besoin de rentrer dans les détails, c'est simplement ce qui va justement, comme je disais tout à l'heure, convertir notre UID hexadécimal en décimal pour qu'il soit simplement plus lisible. Une fois de plus, c'est pas indispensable, mais ça permet d'avoir des chiffres plus faciles à copier-coller et à appréhender pour un humain. C'est plus simple forcément, nous, on a l'habitude de travailler en base 10, et donc pour les gens qui n'ont pas l'habitude de travailler en hexa, reconvertir ça en base 10, ça peut être plus simple. Ici, bah, c'est la fameuse fonction scanCard, et sans rentrer dans les détails une fois de plus, on va simplement dire « Ah, il y a une nouvelle carte qui est présente, parfait, on va récupérer son identifiant en décimal et pas en hexadécimal. On vérifie bien qu'il a récupéré quelque chose, que ça n'a pas été corrompu, qu'il n'y a pas de problème. Et après ici, ce qui va se passer, bah, vous voyez, en gros, on verra en détail plus tard dans Node-RED et ce sera plus visuel dans Node-RED finalement. Mais là, simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on a notre base de données qui est ici. Okay, qui est en fait un fichier JSON. C'est pour ça qu'on va avoir cette structure de l'objet qui contient les éléments, puis après on va récupérer les keys, les éléments qui nous intéressent dedans. Donc là, par exemple, j'ai simplement avoir mon fichier qui est DB. Je vais récupérer l'identifiant. Par exemple, notre carte, elle va avoir l'identifiant 001. Et donc là, en gros, lui, il va piloter la porte. Quand je vais scanner la porte, le scanner va d'abord lire mon identifiant en hexadécimal. Je vais le convertir en décimal. Ça va me donner l'identifiant 001, par exemple. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ma base de données qui est chargée dans la RAM depuis la mémoire SPIF. Il va dire, regarde un peu dans DB s'il y a l'identifiant 001 qui apparaît. Si l'identifiant 001 apparaît, vérifie s'il a le droit d'ouvrir la porte. Et en gros, c'est le deuxième élément qu'on va voir ici. C'est, est-ce que l'accès à la porte est à 1 ou à 0? L'avantage avec ça, c'est qu'on ne va pas simplement dire je connais, je ne connais pas la carte. C'est vraiment, est-ce qu'il a le droit d'accéder à la porte? Comme ça, je pourrais avoir cet appareil qui pilote par exemple une porte et une lumière, ou qui soit utilisé exactement le même code pour une imprimante 3D ou une découpe laser. Et donc en fait, ce qu'il y aura ici à la place d'avoir d'or, ce sera DB, l'UID en décimal, 001, et puis ici à la place de d'or, on aura 3D printer, laser cutter, et on pourra par exemple avoir d'or qui sera égal à 1, et imprimante 3D et découpe laser qui sera égal à 0. Et donc avec la même base de données, on pourra dire, je connais cette carte peut ouvrir la porte, mais elle ne peut pas activer l'imprimante 3D ou la découpe laser. C'est comme ça que ça se structure. Et donc théoriquement, si l'idée est dans la base de données et qu'il a accès à la porte, il va simplement nous dire accès à la porte autorisée. Et en parallèle, il va l'envoyer avec client publish, donc en MQTT, il va dire à mon serveur, il y a telle personne qui s'est connectée à tel moment et il avait le droit de se connecter. Donc on a un debug en serial, comme ça si jamais il y a un problème en Wi-Fi, je peux toujours en USB brancher ça à mon ordinateur et dire ah bah ok, je vois ce qui se passe. Donc on a le serial et le Wi-Fi pour avoir le double debug dans les deux cas. Donc ça c'est le cas où on connaît la personne et il a le droit d'être là. Si on connaît la personne mais que la porte est égale à 0, donc il n'a pas le droit d'être là, il va nous dire que la carte était connue. Ouais, il nous le dira ici, ouais, il va quand même dire carte reconnue. Donc il va commencer par nous dire quoi qu'il arrive. Carte reconnue et après c'est accès à la porte autorisée. S'il y a carte reconnue mais pas accès à la porte autorisée, il nous dira simplement accès non autorisé, pareil, serial et MQTT, il dira au serveur attention, telle personne je le connais mais il n'a pas le droit de rentrer. Dernier scénario, donc en gros les deux conditions que j'ai montrées, autorisé non autorisé, ça dépend de l'état de DOR ici, que ce soit 0 ou 1. Si maintenant l'UID n'existe pas dans notre base de données, dans ce cas-là, toute cette fonction ne sera pas déclenchée. On aura donc la condition alternative, c'est « Ah, je ne connais pas cette carte ». Donc c'est simplement, il ne peut pas savoir, il ne peut pas dire « Telle personne n'a pas le droit d'accéder vu qu'il ne connaît pas la carte ». Et donc forcément, il va d'abord le dire en serial et il va le dire à mon serveur en disant « Hey, salut le serveur, il y a une personne inconnue qui est arrivée, mais si jamais, voilà l'UID de sa carte ». Donc voilà, là c'est au minimum ce que je voulais vous montrer pour ce code ici, donc c'est la capacité de pouvoir reconnaître une carte, dire telle carte peut, ne peut pas, et si un inconnu reconnaît l'inconnu. Voilà. Là, si vous n'avez pas l'habitude de programmer avec les Arduino,
et que vous n'avez pas l'habitude de programmer tout court, ça peut faire un peu peur, dire oula, il y a des lignes de code partout, ça fait un petit peu peur, mais vous allez voir qu'une fois qu'on va passer avec Node-RED, tout ça, ce sera vraiment fait en 2 clics. Donc si même vous ne connaissez rien du tout à la programmation ou quoi que ce soit, vous pourrez totalement limite faire copier-coller du code qui est ici, et après faire votre popote côté Node-RED où c'est plus intuitif, il n'y a pas de problème. Partie RFID, partie SPIF, c'est, une fois de plus, pas très compliqué, il y a une librairie qui est capable de le faire. Donc en fait, vous voyez que SPIF, comment est-ce que je fais? Bien, j'ai simplement une fonction qui est SPIF open, c'est pour ouvrir un fichier. Et là, vous voyez que ça s'ouvre vraiment comme un dossier. C'est /db.json. Si j'avais un sous-dossier, je pourrais avoir /db/db.json et je le vais l'avoir en lecture. Parce qu'ici, je veux lire la mémoire. Donc juste pas besoin de le mettre en mode lecture-écriture, je veux juste lire la mémoire. Donc là, première chose qu'on fait, c'est qu'on va ouvrir la mémoire. Si forcément il y a un problème, qu'il y a un problème de corruption, qu'il y a un souci, ça va nous le dire quand même. Et si jamais il réussit à le faire, en fait, ce qu'il va faire, le plus important, c'est ceci. C'est qu'on récupère le fichier JSON de notre mémoire et après, on va le désérialiser. C'est en gros la conversion de notre fichier JSON sous forme de string tout vers un fichier JSON compréhensible par la librairie Arduino.json. Donc en fait, vraiment, les 2 lignes qu'il y a ici, c'est simplement lire le fichier, transformer le fichier pour qu'on puisse le manipuler dans l'Arduino 2. Ça, si vous jouez avec Arduino.json, très souvent, en fait, ce sera ce template-là. Simplement, on modifie le nom de la string, on modifie le nom de la base de données ou du fichier JSON. C'est ultra simple. Donc là, en gros, on récupère le fichier et on le charge grosso modo dans la RAM et on arrive à le manipuler dans la RAM. Quand on veut sauver dans la mémoire SPIF, c'est l'exact opposé. C'est-à-dire qu'au lieu de récupérer sous forme de string et désérialiser, ce qu'on va faire, c'est récupérer notre base de données et la sérialiser. Donc on fait l'étape inverse. On passe de on passe de string vers objet JSON. Là, on passe d'objet JSON vers string. On pousse ça dans la mémoire SPIF et c'est sauvegardé. Quand on démarre notre microcontrôleur, il garde la mémoire. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que vu que ça fonctionne avec Client Publish, avec PubSubClient, donc MQTT, je vais aller du côté de Node-RED et voir un peu comment est-ce que je peux récupérer et traiter ces informations-là. Comme ça, on obtient un logiciel un peu plus visuel. Je vais donc aller dans mon Node-RED et pour mon Node-RED, il me semble que j'ai totalement déployé un Docker exprès pour ça. Serveur 1888, oui, c'est ça. Bien. Et là, je vous spoil un peu tout ce qui va se passer. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais déconnecter absolument tout et on va reconstruire le flow étape par étape. Comme ça, vous voyez un peu les améliorations qu'on peut faire progressivement l'un après l'autre. Mais déjà, il y a un petit spoiler. Vous avez déjà vu qu'on pouvait dialoguer dans les 2 sens, ce qui est logique. On reçoit le debug, mais on peut également mettre à jour la base de données ou simplement lui dire, tiens, quel est l'état de la base de données actuelle? Si par exemple, on l'a perdue ou qu'on veut la récupérer. Une fois de plus, pour une raison de sécurité, c'est pas du tout une bonne idée de faire en sorte qu'on puisse en clair avoir la base de données qui a été changée d'une machine à l'autre, parce que c'est très facile de la récupérer. Mais donc ici, juste pour la démo, pour vous montrer en fait qu'on arrive bien à écrire et lire dans la mémoire SPIF. Ce que je ferai comme démo, en fait, c'est simple. C'est mettre à jour la base de données, redémarrer le microcontrôleur et lire la base de données. Et donc si on a bien la valeur qui a été changée, c'est que la mémoire SPIF fonctionne, c'est que le MQTT fonctionne. Un petit peu de spoiler ici avec Telegram Bot, où vous allez voir qu'on arrivera aussi à faire un système de debug par SMS. Donc par exemple, imaginons qu'étant administrateur du Hackerspace, si une personne non autorisée essaye d'accéder à la porte ou à une machine, eh bien je pourrais faire en sorte que ça m'envoie un SMS directement sur mon téléphone. Comme ça, on a un debug direct, quoi. C'est pas simplement mettre un nom ou enregistrer ça dans les logs. Si par exemple je vois qu'il y a une personne qui est en train de scanner à l'infini sa badge ou son badge ou essayer de scanner plein de cartes différentes, c'est peut-être qu'il y a une tentative d'intrusion, et bien là je pourrais totalement avec mon système, via Node-RED, avoir un SMS qui instantanément me dit attention, il y a soit une personne connue qui scanne alors qu'il ne pourrait pas, soit il y a une personne inconnue qui est en train de scanner. Donc ça, c'est prévu, mais pas pour tout de suite. Première étape, c'est ceci. Je vous avez dit que lui parlait en MQTT, et il parle en MQTT à 3 topics. Il y aura le topic debug, c'est simplement dès qu'il se passe un événement, donc un accès à la porte, une mise à jour de la base de données, n'importe quoi. Dès qu'il y a un événement, lui, il va nous parler en debug. On va avoir le topic info, ça c'est un topic où on peut simplement ping le microcontrôleur en disant « Hey, donne-moi la base de données ». Et il répond sur debug. Donc ça, c'est un truc qui va de serveur vers microcontrôleur. Debug, ça va de microcontrôleur vers serveur. Et on aura aussi topic setup, et ça veut simplement lui dire je t'envoie en MQTT une nouvelle base de données, écrase la précédente, mets à jour avec ces données-là. Donc quand on veut rajouter des cartes, quand on veut changer les permissions d'une carte, c'est comme ça qu'on peut le faire. C'est pour ça que côté Node-RED, j'ai 3 topics, un en input, le debug, et 2 en output, donc qui vont du serveur vers Node-RED, celui pour ping et celui pour éditer la base de données. Et on va voir du coup ce qui se passe. J'ai mes 2 cartes ici, et j'ai scanné ma première carte. Donc j'ai mon scanner ici, j'ai ma carte là, je la mets devant. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Vous savez pourquoi il ne se passe rien du tout? Parce que je n'ai pas flashé encore le SP32 avec le code.
Donc forcément, il faudra peut-être le faire. Donc mon compte s'est téléversé. Et avant de jouer avec le MQTT, en vrai, je vais redémarrer mon microcontrôleur et je vais aller ici et un peu voir ce qui se passe dans le debug. Alors, est-ce qu'il veut bien se connecter au Wi-Fi? Ok. Là, il est connecté au Wi-Fi. Et simplement, voilà, ici par exemple, j'ai déjà les identifiants de 2 cartes. Ici, des cartes quelconques, une fois de plus, juste pour la démo. Mais en gros, là, ce qu'il fait, c'est qu'il va se connecter à mon Wi-Fi. Il va confirmer qu'il s'est bien connecté au Wi-Fi. Je peux le mettre un petit peu plus grand si vous voulez. Il va me donner l'adresse IP. Ça peut toujours être utile si je veux le retrouver dans le réseau. Et après, quand il va charger la base de données, ici, une fois de plus, pour des raisons de sécurité, en debug, on peut afficher ça. Mais en vrai, c'est trop risqué de faire en sorte que simplement en serial, il donne la base de données. Parce que dans ce cas-là, une personne vient se brancher en serial. C'est super simple, hein, c'est 3 fils, hein, TX, RX, GND, il se met en 115 200, il reset le microcontrôleur et abracadabra, il a toute la base de données. On a aussi le fait qu'on est connecté à MQTT. Parfait. Je vais donc maintenant faire quoi? Scanner une carte. Hop. Qu'est-ce qui se passe quand je scanne la carte? Eh bien, il me donne un debug ici. Il me dit carte reconnue, accès à la porte autorisée. Alors dans le code, comment ça se présente? C'était ça ici. Hein. C'était carte reconnue, accès à la porte autorisée. Quand est-ce qu'on a ça? On a carte reconnue quand l'ID, le UID, se trouve dans la base de données, donc c'est normal qu'il reconnaisse la carte. Et on a accès à la porte autorisée quand dans le fichier JSON, d'or est égal à 1 et pas égal à 0. Donc ça fonctionne bien. Donc là, on arrive à scanner et reconnaître la carte. Hop, carte reconnue, accès à la porte autorisée. Excellent. Si maintenant, je prends une autre carte, que je la scanne, hop, carte reconnue, accès à la porte non autorisée. Donc là, la seule différence qu'il y avait avec précédemment, c'est simplement qu'ici, en fait, le d'or, au lieu d'être égal à 1, il était égal à 0. Donc, il refuse l'accès. Si maintenant, je reprends encore une autre carte que j'ai ici à portée de main, et que je venais la scanner, là, c'est une carte que normalement, il ne devrait pas connaître. Donc, si je la scanne, je ne connais pas cette carte, donc je ne peux pas savoir s'il a accès à quoi que ce soit, vu que je ne connais pas l'UID. Donc là, ici, on a vraiment les 3 scénarios possibles. Carte connue avec accès, carte connue sans accès, carte inconnue. Ça, c'est tout ce qu'on peut avoir en serial. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que, vu que je vous ai expliqué que j'avais 3 debugs ici, attention, il y a un spoiler ici, vous avez les 3 debugs possibles ici sur Node-RED, et bien on va se connecter à MQTT. Quand je scanne une carte autorisée, il nous dit accès à la porte autorisée. Et ici, ce qui est pratique, donc là, ce qui vous intéresse, c'est le debug qui est ici au-dessus de moi, hein, bien entendu. Sauf qu'ici, en fait, au lieu de dire... en fait, vous voyez, on peut regarder les deux. Hein. En fait, je vais même mettre l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Donc vous allez regarder le debug qui est ici en haut et le debug ici à ma gauche. Par là. Je scanne la carte. Ok. Et vous voyez que ça va dans les deux sens. Dans un côté, on a accès à la porte autorisée, carte reconnue. Et ici, on a plus ou moins le même genre de debug, sauf qu'en fait, on a accès à la porte autorisée et l'identifiant de la carte. Ça va être très pratique plus tard quand on veut commencer à faire de l'intelligence et côté serveur pouvoir reconnaître des personnes et avoir des actions, traduire le nom ou autre. Si maintenant je prends une autre carte, que je la scanne, carte non reconnue, d'un côté dans le debug serial, et carte non reconnue avec son UID dans le debug à droite. Et donc enfin, si je prends la carte non autorisée, c'est la même chose, sauf que c'est accès à la porte non autorisée, et on l'a bien dans Node-RED. Donc maintenant, on a plus d'informations dans Node-RED que dans le serial, donc je peux me débarrasser du serial en vrai. Et je vais juste regarder Node-RED. Donc, moi je reviens quand même à mon truc, donc je vous l'ai expliqué, on peut avoir le debug. Okay, là, ça nous sert pas à grand chose, mais on peut l'avoir. C'est déjà pratique en fait comme truc. Si maintenant je veux l'éditer, c'est très simple. Là par exemple, on sait qu'il y a le... Je vais vous le montrer en grand en fait. Et vous allez voir en gros qu'on peut même... Vu que c'est un fichier JSON, vu que c'est un fichier JSON, là il est sous forme de string, mais ce qui est cool dans Node-RED, c'est qu'en fait je peux faire ce qu'on appelle parse le fichier, et donc le convertir de string en JSON, et ça me permettra de manipuler plus facilement les données. Donc on retourne sur ça, voilà. Et là par exemple, vous voyez que j'ai le badge ici, donc on s'en fout de qui c'est, mais vous voyez qu'il y en a un où l'état de la porte est à 0, et l'autre où l'état de la porte est à 1. C'est-à-dire que ce badge-là, il a le droit d'ouvrir la porte. Non, ce badge-là, pardon, il n'a pas le droit d'ouvrir la porte, et le badge à côté, lui, il a le droit d'ouvrir la porte. Si je voulais par exemple mettre ça à jour et faire en sorte que les deux aient accès à la porte, j'ai simplement en fait à copier cette valeur-ci. Je pourrais faire un système qui, avec une interface graphique, automatise bien entendu tout le processus, mais ici pour la démo, on va le faire comme ça facilement. En fait, je vais simplement lui dire, en fait, voilà, j'ai déjà collé ici. Je pourrais lui dire, au lieu d'avoir l'état en 0, je mets l'état en 1 et je vais mettre à jour la base de données pour que le badge fonctionne. Alors, avant toute chose, là, je vais mettre deux cartes qui sont là. Je vais quand même vérifier que tout marche. Accès porte autorisée.
accès porte non autorisé. Je vais donc maintenant mettre à jour la base de données. Hop, il me dit que la base de données a été mise à jour et qu'on a bien les deux en état 1. Donc théoriquement, tout à l'heure, quand je scannais l'une puis l'autre, ça me disait autorisé, non autorisé. Là maintenant, ça devrait me dire autorisé, autorisé. Autorisé, autorisé. Dernière chose que je peux faire pour être sûr que tout fonctionne, c'est redémarrer mon microcontrôleur pour être sûr qu'il est bien mémorisé, que la carte qui précédemment n'était pas autorisée le soit maintenant. Je redémarre. J'espère qu'il s'est connecté au Wi-Fi, et on va le voir tout de suite. Si maintenant je reprends la carte qui tout à l'heure n'était pas autorisée, je vais dessus. Ah, à mon avis, le Wi-Fi a du mal à se connecter. On va y voir dans le debug. De temps en temps, il faut le redémarrer une fois ou l'autre, et en plus c'est parce qu'il n'est pas suffisamment alimenté en fait que pour bien fonctionner. C'est vrai que si on regarde en fait dans le debug un peu plus haut, des fois on a ici une brownout error. C'est normal, ça c'est quand il y a un problème hardware, c'est quand il n'y a pas assez d'alimentation, c'est parce qu'en fait la ligne qui est ici n'est pas suffisamment puissante, ça sera réglé dans la version finale. Voilà, ici c'est pour être bien sûr que maintenant que je passe ma carte qui était non autorisée, elle est devenue en fait. Voilà, j'ai mes deux cartes différentes, je passe l'une autorisée, l'autre autorisée, c'est juste ça. Donc évidemment, quand on fait la modification, c'est sauvegardé dans la mémoire SPIF et c'est sauvegardé dans la RAM en même temps. Donc les deux sont mis à jour en parallèle. Donc ici et ici, qu'est-ce que nous avons donc? C'est la possibilité par exemple de traiter le message. Alors qu'est-ce que j'ai fait dans cette fonction-ci par exemple? Là, j'ai déjà fait un truc tout simple. La fonction qui est ici, elle n'est pas très compliquée. C'est que justement, je vous expliquais tout à l'heure, ah oui tiens, le problème c'est que j'ai du texte et du JSON. Et donc il faut que je trouve un moyen de récupérer les informations qui m'intéressent. Et en fait, là, je fais un truc tout simple. Si vous vous rappelez à quoi ressemble le message, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Je scanne une carte. On a d'abord du texte avec accès à la porte autorisée, non autorisée, puis un espace, puis deux points, puis un espace, puis l'identifiant de notre carte. Donc moi, ce que je vais faire, c'est simplement dire, prends la string que tu reçois et coupe-la et utilise comme séparateur espace, deux points, espace. Comme ça, finalement, je peux la découper en deux éléments, info, autorisé, non autorisé, non reconnu, et UID, qui est l'identifiant de la carte. Comme ça, je peux après les traiter plus facilement. Donc si maintenant je fais cette petite fonction toute simple, que je viens la mettre ici avant, donc là, vous vous rappelez, accès à la porte non autorisée, l'identifiant. Si je viens coincer ça entre les deux, ce que normalement je devrais avoir, c'est un truc un peu plus clean, où je peux séparer les informations comme je le veux. Et voilà. Donc vous voyez la différence. Ça, c'était avant, ça, c'est après, et donc j'ai les deux qui sont séparés, beaucoup plus facile à manipuler pour plus tard. Si par exemple maintenant j'arrive à séparer les UID individuellement, ce que je pourrais faire, c'est avoir une node comme celle-ci, une node switch, et la node switch, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va, vous allez voir ça tout de suite, tac, 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 je pourrais l'utiliser par exemple pour router mon message, et dire si jamais c'est autorisé, en fait vous allez voir ici, selon les trois cas particuliers programmés, je pourrais lui dire si jamais c'est un accès autorisé, t'envoies à la sortie numéro 1. Si c'est un accès non autorisé, t'envoies la sortie numéro 2. Si c'est quelqu'un d'inconnu, t'envoies la sortie numéro 3. Donc en fait, pour résumer ce qui se passe ici, je reçois le debug, je coupe le debug en information et identifiant, et après, je route l'information et identifiant selon le type de message. Ce qui va être pratique avec ça, c'est que par exemple, je pourrais faire en sorte que mon système de notif que je vais programmer tout de suite ne m'envoie un message que quand c'est un accès non autorisé. J'ai pas envie de spammer quand les gens qui rentrent dans un endroit ont le droit de rentrer. Donc ça, avec ce système d'aiguillage, je peux dire va en haut et je ne connecte qu'en haut. Et donc justement au niveau du debug, comment est-ce que je peux faire ça? Je peux utiliser la librairie Telegram Bot qui est disponible dans Node-RED. Je vais dans le petit menu Burger, Manage Palette, Install, tac, je tape Telegram. Et puis ici, Telegram Bot, on regarde après dans la doc comment le paramétrer, c'est super simple, la documentation est vraiment bien faite, donc vous pourrez trouver toutes les informations. J'ai paramétré et setup mon bot, et en fait vous allez voir que ici, pour paramétrer le bot, il faut simplement lui donner le nom du bot, le chat dans lequel on veut envoyer le message, donc ça simplement pour formater le message. En gros, ce qui va se passer ici, c'est que je voudrais par exemple ne recevoir un message sur mon téléphone que quand il y a un accès non autorisé ou une carte non reconnue. Si c'est un accès autorisé, je m'en fous. Donc ici, première sortie, c'est autorisé. Les deux autres, c'est dans les cas particuliers non autorisés. Donc si je veux avoir un debug que quand il y a un truc bizarre qui se passe, j'ai juste qu'à connecter deux fils. Les deux fils du dessous et celui du dessus. Pour le moment, je peux le garder déconnecté, on n'en a pas besoin. Donc là, maintenant, je peux prendre mon bot qui a déjà été précédemment paramétré. On a déjà vu ça également dans un précédent live. Donc vous pouvez regarder les replays si ça vous intéresse. On pourra en discuter plus tard, mais là, on va rester quand même sur le RFID. Je vais donc commencer par la carte autorisée. Je la scanne. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Vous
vous le voyez, accès autorisé et l'identifiant de ma carte. Je vais prendre une carte inconnue. Carte non reconnue, ça me donne l'identifiant de la carte. Je vais prendre une carte non autorisée, je pense que vous avez compris ce qui va se passer. Accès à la porte, non autorisé, ça fonctionne. Bien, donc là, on a déjà le système pour récupérer les messages, pour router éventuellement les messages et avoir un debug. Alors, il y a un truc qui m'intéresserait, c'est de savoir mettre un nom sur la carte que j'utilise. Parce que là, vous voyez que j'ai l'identifiant, sauf qu'à moins de retenir par cœur à telle personne, à telle carte, je suis un peu bloqué. Donc, je vais essayer de voir s'il n'est pas possible de recréer éventuellement une autre base de données qui est capable de faire la traduction entre un identifiant et une personne. Comme ça, au lieu d'avoir accès porte autorisé et l'identifiant, je pourrais avoir accès porte autorisé à telle personne. Accès porte non autorisé à telle personne. Forcément, une carte reconnue, on ne pourra pas mettre un nom dessus. Donc, on va voir comment faire ça. Et vous allez voir que sur Node-RED, ça se fait une fois de plus très facilement. Eh bien, dans trad UID, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a fait simplement un fichier JSON avec clé valeur. La clé, c'est quoi? C'est l'identifiant de notre carte. La valeur, c'est le nom, le pseudonyme de la personne. Et en fait, c'est aussi simple que ça, totalement. Et voilà. Donc là, on a le premier debug, c'est avant traduction. Accès porte autorisé, 3, 5, et ainsi de suite. Ça, avant traduction. Après traduction, c'est quoi? Accès porte autorisé à Neodim 2. C'est parce que c'est deux cartes. Si maintenant je prends une carte non autorisée, je la scanne. Je reset comme ça, il n'y a pas de confusion. Je la scanne. Avant traduction, accès à la porte non autorisée, l'identifiant. Après traduction, accès porte non autorisée, Neodim 1. Et vous voyez bien qu'il a différencié Neodim 1 de Neodim 2. Neodim 2, il a l'accès. Neodim 1, il n'a pas l'accès. Et là, on a déjà pas mal de trucs utiles. C'est-à-dire qu'on sait reconnaître des cartes, on sait rajouter des cartes, on sait enlever des droits des cartes. On arrive à avoir un système d'alerte pour savoir quand une personne rentre ou quand une personne essaye de forcer la porte. Donc c'est déjà pas mal. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est rajouter un système visuel aussi. Que par exemple, eh bien, dans la porte, comme c'est le cas en fait des vrais scanners de badge, vous avez toujours un truc qui vous dit ce qui se passe. Si votre carte est autorisée, il y a une lumière verte, il y a un blip blip aigu qui vous dit que ça a, et si jamais c'est pas une bonne carte, soit il va vous dire un truc en rouge en disant c'est pas bon, donc vous avez toujours en fait un feedback. Parce que sinon, comment est-ce que quand vous avez mis votre carte, vous savez que ça a fonctionné? Est-ce que c'est parce que votre carte n'a pas été lue que la porte ne s'ouvre pas? Est-ce que c'est parce que votre carte n'est pas autorisée que la porte ne s'ouvre pas? Est-ce que... voilà, vous ne savez pas. Donc je veux un système de debug. Et pour faire ça, je vais utiliser le fait que je contrôle plutôt bien la domotique qu'il y a ici dans mon appartement pour finalement en fait recycler un truc que j'utilise déjà. Et ce que j'utilise déjà, eh bien c'est littéralement la lumière qui vient de clignoter à l'instant. Vous voyez cette fameuse lumière là qui me permet de faire point d'exclamation OK, point d'exclamation alerte. On va regarder ce qu'elle attend comme message. Elle attend un message comme celui-là, que je vais vous mettre un plus grand. Ce format de message, en fait, c'est moi qui l'ai programmé. Simplement, en fait, la LED, elle attend un MQTT à un topic précis, une fois de plus, 5 informations, pardon. La valeur du rouge, de 0 à 255, la valeur du vert et la valeur du bleu. Ensuite, je peux aussi lui dire le nombre de fois que je veux qu'elle clignote et le délai entre chaque clignotement. Ça me permet en fait de pouvoir facilement faire des petites animations. Je vais vous montrer quelques exemples. Tac, et puis c'est 2000 millisecondes. Donc par exemple là il va clignoter en vert et puis il va clignoter en bleu et puis il va clignoter en rouge. Enfin bon, on va pas entrer trop dans les détails. Allez hop, je fais ça, je vais ici, je fais ça, je clique ça, je fais ceci, puis je fais ça, puis je fais abracadabra. C'est parti. Ça ne marche pas, c'est normal. MSG delay is not a function. Bah oui. Évidemment, c'est pas une fonction, c'est une valeur. Paf, voilà, je déploie. Et forcément, je vais lui mettre un délai variable. Quand je clique sur ça, clic, clic, clic. Quand je clique sur ça, pas bon. Et là, c'est orange. Hein. Attention, peut-être que c'est un peu saturé, mais en gros, ça vous dit juste orange, c'est pas vert, c'est pas rouge, c'est entre les deux. Ça veut dire il y a un truc pas normal. Et donc, si maintenant je veux avoir ce fameux système connecté à ma badgeuse, eh bien, rien de plus simple en vrai. Je prends un badge, je prends le scanner et je scanne. Ah, c'est orange, on a un feedback, donc là, je sais très bien que sans avoir regardé mon debug, je pourrais regarder la lumière. Ok, ça orange, c'est que le badge est inconnu. Je vais prendre un autre badge, je vais regarder la lumière. Ah, c'est vert, c'est un badge connu. Donc dernier badge, je le scanne, c'est rouge, c'est donc inconnu. Et si maintenant, forcément, on va à côté,
eh bien, on a évidemment les mêmes informations que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire badge connu, inconnu, autorisé, non autorisé. Hein. Je scanne un nouveau badge, j'ai toujours l'information. Ce qu'on a fait aujourd'hui, eh bien, c'est un scanner RFID de badge intelligent. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est simplement prendre un capteur RC522, donc le truc classique RFID qu'on peut avoir en Arduino compatible. Je l'ai branché sur un SP32. Le SP32, qu'est-ce qu'il fait? Il fait deux choses. Il est capable de parler en MQTT à mon serveur Node-RED que vous voyez devant vous, et il est capable en gros d'utiliser la mémoire SPIF, qui est une mémoire non volatile du microcontrôleur, pour enregistrer un genre de base de données de qui a le droit d'accéder à quoi. Pourquoi est-ce que je fais un système en gros avec la mémoire interne? C'est pour faire en sorte que si par exemple mon Node-RED est down, si jamais il y a un problème de Wi-Fi ou autre, le microcontrôleur est toujours capable d'authentifier les personnes. Mais je voulais quand même un système de debug pour pouvoir après avoir de l'information de qui s'est connecté, qui s'est déconnecté. J'avais fait quoi en plus? Eh bien j'avais fait un système où je pouvais ici avec Telegram, dès qu'une personne scanne un badge, m'envoyer justement sur mon Telegram une information avec telle personne à badger. Au début, c'était pas telle personne, c'était plutôt tel identifiant. Donc l'UID de la carte vient de badger. C'est pour ça qu'après, j'ai fait quoi? J'ai fait une fonction de traduction qui va en fait convertir justement un UID en un nom. Je peux savoir que telle personne possède une carte. Je sais que l'UID de cette carte est autant et que bah voilà, c'est moi, Neodim, qui possède la carte. Donc facile, je peux lier un nom à une personne. Après, ce que j'ai voulu faire, c'est du coup avoir un feedback visible. C'est ce que j'ai fait juste ici, avec green, red and orange. L'idée ici, eh bien c'est quoi? C'est que quand on scanne une carte, on va avoir la lumière que j'avais fabriquée dans un précédent live qui s'allume ici et qui va se mettre à clignoter en rouge, en orange ou en vert selon que la carte soit connue et autorisée, connue et non autorisée ou inconnue. Notez bien que rouge c'est non autorisé, vert c'est autorisé et orange c'est carte inconnue. Ça on le voit comment? Bah, simplement je prends une carte, je scanne, paf, je sais que cette carte est autorisée. Voilà, sur ces bonnes paroles, eh bien, je vais vous remercier d'être venu, vous souhaiter une excellente soirée, vous souhaiter également une excellente année, en espérant qu'elle soit meilleure que la précédente, une excellente soirée. Je l'ai déjà dit, je me répète, donc la seule chose que je vais faire, c'est, voilà, à plus dans le bus, à très bientôt sur les réseaux sociaux. Yeah. Il y a encore les 10 minutes de l'angoisse, hein. C'est parti. Vous êtes prêts? On est prêts? À bientôt. Au revoir. Salut. Au revoir. En avant pour le raid. Go!